Ok. En mars 2023, à peine 3 mois après avoir pris les commandes de la sélection espagnole, Luis de la Fuente a encaissé une défaite 2-0 en Écosse, lors de son tout deuxième match officiel à ce poste. Un séisme immédiat, parce que cet homme de 61 ans venait d'être viré de ses 2 derniers postes d'entraîneur en club, après seulement quelques mois à chaque fois, et qu'il n'avait jamais dirigé la moindre grosse écurie de sa vie. Sa nomination, quelques semaines plus tôt, n'avait déclenché aucune liesse nationale en Espagne, la fédération ayant simplement préféré promouvoir en interne le sélectionneur des espoirs plutôt que de partir chercher un nom qui fasse rêver. Beaucoup y avaient vu une solution de facilité, un gestionnaire tranquille qui n'allait pas bousculer grand-chose et encore moins réclamer une révolution. Alors forcément, après cette défaite écossaise, les questions ont fusé aussitôt. Un type sans grand passé en club pouvait-il vraiment gérer des stars? Avait-il l'autorité nécessaire? Et le saut que l'on demandait à ces jeunes n'était-il pas beaucoup trop grand? Il faut dire que cette génération espagnole, pourtant armée jusqu'aux dents en talent brut, sortait de 3 mondiaux consécutifs ratés. Élimination dès les poules au Brésil en 2014, sortie au tir au but face au pays hôte russe en 2018, puis nouvelle sortie au tir au but contre le Maroc au Qatar en 2022. Autant dire que personne dans le reste du monde ne redoutait vraiment cette Roja-là. 3 ans plus tard pourtant, ce même Luis de la Fuente a soulevé la Coupe du Monde à New York, devenant le plus âgé de l'histoire à réaliser cet exploit. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 moments? Pour comprendre, il faut remonter à Haro, un petit bourg viticole de la Rioja où le jeune Luis a grandi et où absolument rien ne laissait présager qu'il irait un jour soulever quoi que ce soit. Formé à l'Athletic Bilbao, il a gravi tranquillement les échelons, a débuté avec la réserve en 1978, puis a fait ses grands débuts avec l'équipe première en Coupe d'Espagne en octobre 1980, avant de connaître sa première apparition en Liga en mars 1981, lors d'un nul 0-0 à l'extérieur contre Valence, où il n'est rentré qu'en seconde période. Latéral gauche solide, discipliné, loin des projecteurs, il s'est imposé définitivement dans l'effectif à l'été 1982 et a inscrit son tout premier but l'année suivante contre le Celta de Vigo, lors d'une victoire 4-0 à domicile. Avec cet Athletic-là, celui de l'entraîneur Javier Clemente, il a remporté 2 titres de champion d'Espagne d'affilée en 1983 et 1984, la Coupe du Roi la même année 1984 et une Supercoupe d'Espagne, toujours en 1984, après avoir déjà perdu celle de 1983. En 1987, il a rejoint le Séville FC, où il a joué régulièrement pendant 4 saisons, avant de revenir à Bilbao en 1991 contre 20 millions de pesetas, cette fois-ci beaucoup plus sporadiquement utilisés. Il a terminé sa carrière à l'Alavés en 1993, a disputé une dernière saison complète, puis a raccroché les crampons à 33 ans, avec un total de 254 matchs et seulement 6 buts en 13 saisons de Liga. Rien d'extraordinaire sur le papier, mais déjà cette rigueur tranquille qui allait devenir sa marque de fabrique. En fait, son passage sur le banc a démarré, lui, dans un anonymat presque comique. Il a d'abord entraîné le Portugalete, un club régional, puis a pris les rênes de l'Oreira de Vitoria à l'été 2000 en Segunda B, avant d'être limogé dès le mois de mars suivant, après une poignée de matchs seulement. En 2001, il a atterri aux commandes des jeunes du Séville FC pendant 4 saisons, puis a rejoint l'Athletic Bilbao en 2005 pour entraîner la réserve, a même exercé la fonction de délégué de l'équipe première pendant 2 ans avant de reprendre ses fonctions antérieures. En juillet 2011, on lui a enfin confié un banc de première division, celui de l'Alavés, et il s'est fait virer 3 mois plus tard, en octobre. Un CV qui, à ce stade, ne faisait vraiment rêver personne. Mais c'est précisément là que tout a basculé, en mai 2013, quand la fédération espagnole lui a confié les moins de 19 ans. Et c'est là que Luis de la Fuente a construit, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment, les fondations de ce qui allait devenir une décennie plus tard un empire. Il a remporté l'Euro U19 dès 2015 en Grèce, puis les Jeux méditerranéens U18 en 2018. La même année, après la démission d'Albert Celades, il a récupéré les espoirs et a gagné l'Euro U21 2019 en battant l'Allemagne 1-0 en finale à Udine. En 2021, il a porté l'équipe olympique jusqu'à Tokyo, où elle a étrillé le Japon hôte en demi-finale grâce à une frappe splendide de Marco Asensio en toute fin de prolongation, avant de tomber en finale face au Brésil de Richarlison et Dani Alves, battu 2-1 après prolongation, un pénalty brésilien manqué et une percée décisive de Malcolm à la 108e minute, médaille d'argent, mais déjà une génération soudée qui allait se retrouver des années plus tard sur la plus grande scène du monde. Entre-temps, en juin 2021, un épisode presque comique s'est produit. Sergio Busquets a testé positif au Covid juste avant un amical de préparation à l'Euro. Et c'est de la Fuente et son staff des jeunes
qui ont pris en main l'équipe A le temps d'un match contre la Lituanie. Il avait alors assuré aux journalistes qu'il n'aurait jamais à remplacer Luis Enrique. 18 mois plus tard, c'est exactement ce qu'il a fait. Il faut dire qu'en 2017, entre deux stages avec les U19, De la Fuente enseignait aussi à l'école des entraîneurs de la fédération, à Las Rosas, près de Madrid. Dans sa classe, ce jour-là se trouvait un certain Lionel Scaloni, jeune retraité, tout juste sorti du terrain, aux côtés de Xabi Alonso, Xavi Hernandez et Victor Valdés. 31 stagiaires ont décroché leur licence UEFA Pro cette année-là, et Scaloni n'a jamais oublié cette rencontre. Luis était son mentor, a-t-il confié bien plus tard à The Athletic, ajoutant qu'il avait beaucoup aidé les jeunes qui suivaient ses cours. Les deux hommes sont restés proches, se recroisant même lors d'un séminaire d'entraîneurs au Qatar. Un détail qui, en juillet 2026, allait prendre une saveur particulière. Décembre 2022 donc. Luis Enrique est tombé après l'élimination piteuse au mondial qatari face au Maroc. Et De la Fuente a hérité du fauteuil. Puis est venue la défaite à Hampden Park contre l'Écosse, et la vague de doute qu'on a déjà évoquée. Sauf que 6 mois plus tard, aux Pays-Bas, l'Espagne a disputé le Final Four de la Ligue des Nations et a retrouvé en demi-finale l'Italie de Roberto Mancini, la même Italie dont elle avait déjà brisé l'invincibilité record de 37 matchs 2 ans plus tôt. Jérémy Pino a ouvert le score dès la 3e minute, en profitant d'une bourde de Bonucci. Ciro Immobile a égalisé sur pénalty à la 11e, et il a fallu attendre la 88e minute pour que Joselu, d'un but un peu chanceux, envoie l'Espagne en finale. Là, contre la Croatie de Luka Modric, le match est resté fermé, verrouillé, 0-0 après prolongation, direction les tirs au but. Unai Simon a repoussé les tentatives de Lovro Majer et Bruno Petkovic, avant que Dani Carvajal ne conclue d'une panenka étonnamment sereine. Score final au tir au but, 5-4. L'Espagne, qui n'avait plus soulevé le moindre trophée majeur depuis 2012, a enfin renoué avec les sommets, et Rodri a été élu meilleur joueur du tournoi. Malgré cela, De la Fuente est resté très contesté dans son propre pays. La preuve, quelques mois plus tard, en septembre 2023, a éclaté l'affaire du baiser forcé de Luis Rubiales à Jenny Hermoso après le sacre mondial des Espagnols à Sydney. De la Fuente, présent lors du discours où le président de la fédération refusait obstinément de démissionner, avait applaudi cette sortie. Face au tollé, il s'est vu contraint de reconnaître son erreur en conférence de presse. « Je dois m'excuser, j'ai fait une erreur, c'est inexcusable », a-t-il lâché alors publiquement. Un faux pas qui aurait pu lui coûter cher, dans un contexte déjà miné pour la fédération. Quoi qu'il en soit, cela ne l'a pas empêché de continuer son travail. Il a d'ailleurs assuré, des mois plus tard lors du procès Rubial, ne s'être jamais mêlé des tentatives d'étouffer l'affaire. En février 2024, son contrat a même été prolongé jusqu'au Mondial 2026. Pourtant, à l'approche de l'Euro allemand, les critiques sont reparties de plus belle. Aucun joueur du Real Madrid n'était convoqué, ce qui a mis en rage une partie des supporters madrilènes, convaincus que leur sélectionneur penchait du côté du Barça. Certains, en coulisses, ont même raconté qu'il avait bien failli ne pas se rendre en Allemagne, faute d'accord clair sur son propre avenir. Il a fini par y aller, contrat non renouvelé à ce moment-là, sans savoir s'il dirigerait l'équipe jusqu'au bout du tournoi. Ce qui a suivi a fait taire tout le monde, au moins pour un temps. L'Espagne a d'abord écrasé la Croatie 3-0 grâce à des buts de Morata, Fabian Ruiz et Carvajal, avant de battre l'Italie 1-0 sur un but contre son camp de Calafiori, puis l'Albanie 1-0 grâce à Ferran Torres, premier de son groupe avec 9 points sur 9, sans avoir encaissé le moindre but. En 8e, contre la Géorgie, la Roja s'est enfin lâchée offensivement, 4-1, avec des réalisations de Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams et Dani Olmo. En quart de finale, à Stuttgart, contre l'Allemagne haute, Dani Olmo a ouvert le score, Florian Wirtz a égalisé à la 89e minute, direction la prolongation, et c'est finalement Mikel Merino qui a planté sa tête victorieuse à la 119e sur un nouveau centre d'Olmo. Score final, 2-1. En demi-finale à Munich, contre la France, Randal Kolo Muani a surpris tout le monde en ouvrant le score dès la 9e minute d'une tête sur centre de Mbappé. Un but qui semblait lancer les Bleus vers la finale. Sauf qu'à la 21e minute, Lamine Yamal, 16 ans, a envoyé une frappe enroulée du gauche depuis 25 mètres qui est venue mourir dans la lucarne de Mike Maignan, devenant au passage le plus jeune buteur de l'histoire d'un Euro ou d'un Mondial, devant Pelé lui-même. 4 minutes plus tard à peine, Dani Olmo a redonné l'avantage à l'Espagne d'une frappe déviée par Jules Koundé. 2-1. Et Didier Deschamps s'est incliné après la rencontre en reconnaissant que l'Espagne était supérieure sur tous les plans. Petit détail piquant au passage, lors du quart contre l'Allemagne, Yamal avait boudé son remplacement, ce qui lui avait valu une petite mise au point publique de son sélectionneur, jugeant l'attitude irrespectueuse envers l'équipe.
En finale, à Berlin, contre l'Angleterre, l'ouverture du score a attendu la 47e minute et une percée de Nico Williams. Cole Palmer a égalisé à la 73e d'une frappe enroulée sur corner, avant que Mikel Oyarzabal, entré en jeu, ne place une tête décisive à la 86e sur un centre de Williams. 2-1, 7 victoires en 7 matchs. L'Espagne est devenue la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec un 4e sacre et a raflé au passage tous les trophées individuels. Nico Williams, homme du match, Rodri, meilleur joueur du tournoi, Yamal, meilleur jeune, Olmo, meilleur buteur. Comme l'avait annoncé De La Fuente avant la finale, la meilleure équipe de l'Euro avait gagné. Cela aurait dû suffire à faire taire les critiques pour de bon. Il n'en a rien été. En janvier 2025, son contrat a été prolongé une nouvelle fois, jusqu'en 2028 cette fois. Un mois plus tard, il a dû témoigner au procès de Rubial, où il a assuré ne pas avoir eu conscience, sur le moment, de l'ampleur du scandale. Puis, en juin 2025, nouveau coup dur. En finale de la Ligue des Nations à Munich, l'Espagne menait 2-1 face au Portugal grâce à des buts de Zubimendi et Oyarzabal, malgré une égalisation rapide de Nuno Mendes, avant que Cristiano Ronaldo n'égalise une seconde fois à la 61e minute d'une reprise de volée. 2-2 à la fin du temps réglementaire, rien en prolongation, tir au but, et Alvaro Morata a vu sa tentative repoussée par Diogo Costa, offrant au Portugal son 2e titre continental face à une Espagne pourtant invaincue depuis mars 2023. Première vraie défaite marquante du règne de La Fuente. Restait alors le mondial américain, et son lot habituel de doutes qui ont ressurgi juste avant. Le 15 juin 2026, à Atlanta, pour son entrée en lice, l'Espagne a affronté le Cap-Vert, qui disputait le tout premier match de Coupe du Monde de son histoire. De La Fuente a laissé Yamal et Nico Williams sur le banc, a aligné Gavi à gauche, et son équipe s'est procuré 27 tirs, dont une frappe sur la barre de Ferran Torres, sans jamais parvenir à tromper le gardien Vozinha. 0-0, le Cap-Vert a décroché le point le plus improbable du tournoi, et l'Espagne, favorite annoncée, a dû se remettre immédiatement en question. Quelques jours plus tard, alors que les critiques pleuvaient jusque sur son capitaine Rodri, De La Fuente est monté au créneau en conférence de presse. Critiquer Rodri est une insulte, a-t-il tonné, avant d'ajouter que personne n'oserait faire pareil avec n'importe quel autre joueur de cette stature. L'Espagne s'est rachetée ensuite face à l'Arabie Saoudite, 4-0, avec un but de Yamal et un doublé d'Oyarzabal. Un match disputé le jour même où De La Fuente soufflait ses 65 bougies devant tout son groupe. Puis elle a validé sa première place du groupe H grâce à un seul but d'Alex Baena contre l'Uruguay. Une victoire 1-0 qui a éliminé au passage la sélection de Marcelo Bielsa dès la phase de groupe. La suite a ressemblé à une déclaration de puissance. Contre l'Autriche en 16e, victoire 3-0. Contre le Portugal en 8e, une petite revanche sur la finale de la Ligue des Nations perdue un an plus tôt. Mikel Merino, encore lui, a tranché à la toute dernière seconde du temps additionnel pour un 1-0 étriqué. Contre la Belgique en quart, l'Espagne a enfin encaissé son premier but du tournoi, mais Merino, entré en cours de match, a de nouveau planté le but décisif d'une victoire 2-1. Puis est venue la demi-finale, à Dallas, contre la France, pour la 3e fois en 3 ans, dans une compétition majeure entre les deux nations. Après le 2-1 de l'Euro 2024 et un fou 5-4 en Ligue des Nations 2025, cette fois, ce fut un net et sans bavure 2-0, Mikel Oyarzabal sur pénalty, puis Pedro Porro en seconde période. Grâce à ce résultat, l'Espagne a égalé au passage la plus longue série d'invincibilité de l'histoire du football international masculin, 37 matchs sans défaite, la marque que détenait jusque-là l'Italie de Roberto Mancini entre 2018 et 2021, cette même Italie que la Roja avait déjà privé de ce record en 2021. Dimanche 19 juillet 2026, MetLife Stadium, la finale attendue par la planète entière. Espagne contre Argentine, championne d'Europe contre championne du monde en titre. Longtemps verrouillée, la rencontre a basculé en prolongation. Enzo Fernandez a été expulsé et quelques instants plus tard, à la 106e minute, Ferran Torres, entré en jeu, a placé l'unique but de la soirée. 1-0. L'Espagne a décroché sa 2e étoile mondiale 16 ans après celle de 2010 et a réussi pour la 2e fois de son histoire le doublé Euro puis mondial consécutif. Un exploit que seule l'Allemagne de l'Ouest avait accompli, et une seule fois, en 1972 et 1974. Au passage, la série d'invincibilité espagnole a grimpé à 38 matchs sans défaite, un nouveau record absolu qui a enfin dépassé celui de l'Italie de Mancini. Et en face, sur le banc argentin ce soir-là, il y avait justement Lionel Scaloni, l'ancien élève de Las Rosas, devenu rival de circonstance. Deux hommes que tout séparait au moment de prendre leurs fonctions respectives.
Des palmarès maigrichons, des débuts contestés, une presse qui doutait de leur légitimité à diriger des générations dorées. De La Fuente lui-même s'amusait, pendant l'Euro 2024 déjà, du sort réservé à son ancien élève. Il a eu la mauvaise fortune d'être champion d'Amérique et du monde, disait-il en riant, avant de saluer en Scaloni un grand entraîneur et un excellent gestionnaire de groupe. Ce dimanche-là, à New York, c'est finalement le professeur qui a fini par soulever le trophée face à son élève. Luis de la Fuente a désormais 65 ans et 29 jours, ce qui fait de lui le sélectionneur le plus âgé de l'histoire à avoir remporté une Coupe du Monde. Il aura fallu 13 ans, depuis cette prise de fonction chez les moins de 19 ans en 2013, pour construire, joueur après joueur, tournoi après tournoi, l'équipe qui a porté l'Espagne au sommet du monde à 2 reprises consécutives. Pedri, Gavi, Rodri, Fabian Ruiz ou Ansu Fati sont tous passés par ces catégories de jeunes avant de devenir champions du monde sous ses ordres, 8 ans à peine après avoir porté le brassard chez les moins de 19 ans pour certains d'entre eux. Sur ce mondial 2026, cette Espagne n'a encaissé qu'un seul but en 8 matchs, celui de la Belgique en quart de finale. 3 ans après le sacre des Espagnols à Sydney, celui-là même dont la fête avait été gâchée par Rubiales, l'Espagne est ainsi devenue la première nation de l'histoire à détenir simultanément les titres mondiaux masculins et féminins. Et cette série d'invincibilité de 38 matchs qu'il laisse aujourd'hui derrière lui n'appartient plus qu'à une seule sélection dans toute l'histoire du football international masculin, la sienne.